Je viens de lancer la VOD du Tech Talk. S'il vous plaît, le live. Dites bonjour à YouTube, STP. Puis toi aussi, Momo, tant que t'es là, tu peux leur dire bonjour. Voilà. Pire, ça leur fera plaisir. Donc voilà, dites bonjour à YouTube pendant que je vous résume un petit peu les news dont on va parler aujourd'hui. On va juste confirmer quelque chose par rapport à Intel dont on a déjà parlé beaucoup. On va ensuite parler d'un article qui est sorti sur Tom's Hardware. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous en avez entendu parler. Beaucoup de gens en ont parlé, ça a fait pas mal de bruit dans la communauté hardware et high-tech. On va ensuite parler des premiers benchmarks qui sont sortis de la RTX 2080 et 2080 Ti, à prendre avec un tonneau de sel, enfin, avec une pincette, toi, une pincée de sel, enfin, comme on dit, une pincée de sel, là, c'est plutôt un tonneau, faut apprendre avec des grosses pincettes, quoi, genre apprendre avec une énorme fourche, plutôt que des pincettes. On va parler d'NVIDIA et de leur politique par rapport aux reviews. Ensuite, on va parler d'AMD et d'une news à laquelle je ne m'attendais pas du tout par rapport à leur GPU. Ensuite, on va parler de Cyberpunk 2077 et ensuite, on va parler des leaks, forcément, de la prochaine conférence Apple qui aura lieu le 12 septembre. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez bien dit bonjour à YouTube. Donc, on va commencer tout de suite, les amis, avec une information sûre, qui du coup est sûre à 120%. Les prochains processeurs d'Intel seront soudés, auront un IHS qui sera soudé, afin d'avoir une meilleure dissipation de la chaleur. Qu'est-ce que tu fais, bordel de merde? Afin d'avoir une meilleure dissipation de la chaleur. Et du coup, on retrouve un design qui est extrait tout droit des processeurs Sandy Bridge de chez Intel. Donc c'est comme si Intel faisait un petit bond dans le passé pour reprendre quelque chose qui marchait bien et le rappliquer à leur nouveau processeur. Voilà. Donc c'est quand même un retour dans le passé et non un retour vers le futur. Lol. Faut que j'arrête l'humour. Vraiment. Dites-le moi, hein, parce que là ça va plus. Moi-même, des fois, mes blagues me fatiguent. Bref, donc, un bon retour vers le passé pour reprendre un truc qui marchait très très bien et le réappliquer sur leur processeur, leur prochaine génération de processeurs, afin notamment de pouvoir pousser un petit peu les fréquences. Parce que aller sur des fréquences qui sont à 4.9 GHz pour le 9700K et le 9900K qui monte même à 9 GHz, à 5 GHz, c'est énorme. Alors forcément, quand on augmente la fréquence, ça va augmenter la température en masse. Donc, ils ont été obligés de retourner à l'ancienne technique qui leur coûte peut-être un tout petit peu plus cher, mais qui est de souder directement l'IHS sur le chipset afin d'avoir une meilleure dissipation de la chaleur. En tout cas, une meilleure conduction de la chaleur et par conséquence, une meilleure dissipation. C'est-à-dire que toute la chaleur, du coup, est vraiment conduite sur l'IHS et après, le ventirad qui est posé sur l'IHS, lui, peut faire son taf de façon beaucoup plus optimale. Il n'y a pas de perte, on va dire, de chaleur dans l'air, comme il y avait sur le Kaby Lake, etc., ou les Coffee Lake des générations actuelles. Voilà. Donc, une très bonne chose. Donc, le deuxième article parle de Tom's Hardware. Tom's Hardware a sorti un article extrêmement controversé, qui plus est parce que c'est l'éditeur en chef de Tom's Hardware qui a sorti cet article-là, qui s'intitule « Just Buy It ». En gros, juste achetez-les. Pourquoi les GPU NVIDIA RTX valent leur prix? Qui, grosso modo, cet article est un énorme sarcasme. Je ne sais pas si c'est un troll, je ne sais pas si c'est un sarcasme. J'ai pas l'impression que c'en soit un, j'ai pas l'impression que ce soit une blague. Je pense que l'éditeur en chef de Tom's Hardware qui a écrit cet article est sincère et qui pense ce qu'il dit. Mais cet article, grosso modo, fait l'apologie des NVIDIA RTX et vous dit d'en précommander et de les acheter directement. Alors que toute la presse, l'entièreté de la Terre conseille de ne pas le faire, d'attendre, de voir les benchmarks, etc., de prendre son temps, de ne pas se jeter là-dessus parce qu'on n'en a aucune idée, on n'a pas de vrai benchmark. Eux, ils disent non, mais il y a du ray tracing, ça vaut clairement le coup, même si c'est super cher, achetez-les, blablabla. Le seul truc cohérent dans l'article,
c'est le premier paragraphe. C'est le premier paragraphe qui essaye d'expliquer, en gros, je pense qu'ils ont rajouté cette note après parce qu'elle n'était pas au début. Elle n'y était pas lorsque l'article a popé sur Internet, il n'y avait pas cette note. Donc je pense que ça a été édité. Et qu'ils l'ont rajouté après dans l'espoir de se justifier. Ça ne justifie pas grand-chose, mais ça peut un peu expliquer leur démarche. En gros, ils disent que cet article est un article d'opinion. Il est labellé dans la section opinion au-dessus, comme vous pouvez le voir. Qu'il exprime l'avis d'une personne qui est, du coup, l'éditeur en chef, donc de l'écrivain, et pas de Tom's Hardware en tant qu'équipe. Et qu'il a écrit cet article essentiellement pour être comme une antithèse à un autre article qu'a écrit Derek Forrest sur Tom's Hardware également. Derek Forrest est un rédacteur de l'équipe Tom's Hardware et a écrit un article intitulé « Pourquoi vous ne devriez pas acheter les cartes Nvidia RTX tout de suite ?» En gros, il y a eu un premier article de Tom's Hardware qui est sorti d'un mec tout à fait sensé qui disait « Pourquoi vous ne devriez pas acheter ces nouvelles cartes maintenant ?» Et en gros, cet article est sorti après et ils ont essayé de justifier la sortie de cet article en disant c'est comme si le premier article était la thèse, pourquoi vous ne devriez pas acheter ces cartes, et cet article-là serait l'antithèse, l'exact opposé. C'est comme si on avait pris les deux extrêmes. Pourquoi vous ne devriez pas acheter ces cartes, pourquoi vous devriez acheter ces cartes et pourquoi elles valent leur prix. Voilà. Sauf qu'on n'a pas eu de synthèse derrière tout ça. C'est un truc très classique, de faire thèse, antithèse. Mais je trouve ça complètement stupide de sortir un article comme ça, parce que ça va forcément induire des gens en erreur, et ce qu'il dit là-dedans, c'est de la bullshit dans tous les sens. Les arguments sont tirés par les cheveux, ça a pas de sens, c'est comme non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Il dit non, mais vous devez acheter les nouvelles cartes maintenant pour avoir la nouvelle technologie Day One. Comme ça, vous êtes des précurseurs. Vous êtes les gens qui poussaient la nouvelle technologie parce que vous avez précommandé les cartes. Est-ce que vous voulez avoir le ray tracing en 2018 ou quand ça sera quand les cartes seront déjà passées en 2019-2020 ? Non, vous devez les acheter maintenant parce que c'est maintenant que ça se passe. Cette magnifique citation. Quand toute ta vie flash devant tes yeux, généralement quand tu vas mourir. Quand ta vie flash devant tes yeux, c'est quand tu vas mourir, grosso modo. Hein. How much of it do you want to not have ray tracing? À quel point ça t'embêterait que toute ta vie ne soit pas ray tracée? Quand tu vas revoir tous tes souvenirs de ta vie, que ça va flasher devant tes yeux, quand tu vas être sur ton lit de mort, à quel point tu te diras « Oh merde, pendant 2 ans de ma vie, les 2 premières années, 2018-2019, mes jeux vidéo n'avaient pas le ray tracing, j'ai raté ma vie. » Grosso modo, c'est ce que dit cette citation. C'est une énorme blague, cet article. Les arguments sont tous de cette veine-là. Peut-être un petit peu moins pire, ça c'est le top notch, c'est le summum de la stupidité dans cet article, mais grosso modo, ça vole pas bien plus haut. Voilà. Il y a quelque chose que je réagis à un commentaire dans le chat qui dit que 99 des jeux n'ont pas le ray tracing et on n'aura probablement jamais le ray tracing avant des années. Alors ça, c'est quelque chose, à mon avis, avec lequel je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que 99% des jeux actuels n'ont pas le ray tracing, mais à mon avis, le ray tracing va être quelque chose qui va être adopté très majoritairement dans les prochaines années. Voilà, très très majoritairement dans les prochaines années, qui sera toujours comme une option que tu pourras activer ou désactiver dans les 3-4 prochaines années pour ne pas pénaliser les gens qui sont encore sur des cartes qui n'ont pas la technologie. Mais je pense que dans 5, 6, 7 ans, toutes les cartes auront de base la technologie pour faire du ray tracing et seront capables de faire ça, pas seulement Nvidia, aussi les cartes AMD, ça sera plus une technologie propriétaire, tout le monde y aura accès, et du coup les jeux auront le ray tracing par défaut. Voilà. Surtout que c'est certainement un petit peu plus simple pour les devs, parce que quelque part, c'est pas quelque chose de simulé, c'est pas une approximation, c'est quelque chose d'assez exact. La news suivante concerne des premiers benchmarks. Je vais essayer de changer de scène.
Premier benchmark sous TimeSpy pour les RTX 2080. Donc TimeSpy qui fait partie de la bibliothèque de benchmark de 3D Mark, donc avec Firestrike, etc. TimeSpy est le benchmark qui tourne sur DirectX 12. Et donc apparemment, il y aurait eu un premier leak d'un score fait avec une RTX 2080 par rapport du coup à une 1080 Ti ou une 1080. Donc voilà, c'est un petit screenshot qui est leak, donc d'une carte graphique sans nom, forcément, sur un processeur Intel, assez bizarre d'ailleurs. Sans nom parce que forcément les drivers sont pas sortis, donc la carte n'est pas forcément reconnue très bien. Qui avait les mêmes caractéristiques qu'une 2080 d'un point de vue de la quantité de VRAM et des fréquences, et qui a fait un score de 10 030 sur Firestrike sur 3D Mark. Avec ici, là, un petit graphique pour la comparer à la Vega 64, la 1080 8Go, une 1080 Ti 11Go, la 2080 et la Titan XP. Donc on voit que la 2080 serait légèrement un peu plus puissante que la 1080 Ti. Très légèrement. Sachant qu'elle coûte à peu près le même prix, ça a du sens. Voilà, ça a du sens qu'elle soit légèrement plus puissante. Par contre, ces benchmarks sont forcément à prendre avec des grosses pincettes, comme je le disais, parce que déjà, c'est un benchmark qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire que c'est un benchmark pas sur des jeux vidéo, donc c'est pas un vrai benchmark, c'est un benchmark sur un logiciel qui est fait pour faire des benchmarks, mais ça reflète pas forcément exactement la puissance de la carte en jeu, parce qu'il y a souvent des écarts entre les benchmarks qui sont faits sur 3D Mark ou sur n'importe quel autre outil de benchmark, et au final, le vrai nombre de FPS en jeu sur PUBG, sur Fortnite ou sur n'importe quel autre jeu. Les écarts sont pas toujours les mêmes, etc. Donc, à prendre avec des pincettes. Et ensuite, si c'était vraiment un leak, on est trop tôt en septembre pour que les drivers soient sortis. Donc, il se peut que cette carte tourne sur des drivers qui sont pas faits pour la 2080, pas optimisés pour la 2080, etc. Beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'inconnus qu'on ne connaît pas. Les drivers, c'est quelque chose qui joue un rôle énorme dans les performances d'une carte. Il faut le savoir. Une carte qui n'a pas des drivers optimisés, qui ne sort pas avec des bons drivers, peut ne pas du tout avoir les mêmes performances qu'avec des drivers qui sont parfaitement optimisés et aux petits oignons pour cette même carte. Il faut d'abord d'ailleurs savoir que si vous prenez des drivers qui datent d'il y a 3-4 ans sur une 970 et des drivers qui sont sortis cette année, votre 970 aura de moins bonnes performances avec les anciens drivers d'il y a 4 ans qu'avec les nouveaux drivers. Parce que justement, ils peaufinent les performances des cartes sur tous les différents jeux pour que, avec le temps, les cartes tournent de mieux en mieux. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites là-dessus sur le YouTube Game américain pour montrer ça, mais les drivers jouent un rôle très important sur les performances des cartes. Donc avoir des drivers qui ne sont pas optimisés, qui ne sont pas faits pour la carte, ça a forcément un impact. Et là, je ne pense pas qu'ils aient les drivers pour la 2080 parce que Nvidia va les sortir le 10 ou 14 septembre en même temps qu'ils envoient leurs cartes à la presse spécialisée et à tous les testeurs. Donc les drivers, pour l'instant, Nvidia ne les a pas sortis. Donc à mon avis, ce n'est pas avec les drivers faits pour la 2080. Après, il faut savoir que il y a peut-être aussi des trucs qui font que la carte performe mieux que ce qu'elle devrait performer. Ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tu travailles avec du truc qui est du matos qui est pas, ou des softwares qui sont pas optimisés ou qui sont pas faits pour le hardware, ça peut aller dans les deux sens. Tu peux avoir des performances qui sont supérieures à ce que tu auras à la sortie ou des performances qui sont inférieures de ce que tu auras à la sortie. Parce qu'il se peut que pour l'instant, il y ait des fonctionnalités de la RTX 2080 qui marchent moyennement parce qu'elles ont été désactivées ou parce que justement ils attendent les drivers, ou il se peut que les drivers apportent certaines modifications qui font que la carte
va peut-être être un petit peu moins puissante ou un petit peu moins performante sur les benchmarks synthétiques. Ça peut aller dans les deux sens. Donc on n'en a aucune idée. C'est pour ça que tous les benchmarks qu'on voit maintenant sont à prendre avec des pincettes. Il y a également des benchmarks de la 2080 Ti qui ont fuité sous 3D Mark encore une fois. Donc tout à l'heure c'était la 2080, là c'est la 2080 Ti. Et elle serait grosso modo 35% plus puissante que la 1080 Ti. Donc la 2080 serait 5-10% plus puissante et la 2080 Ti serait 35% plus puissante que la 1080 Ti. Et encore une fois, à prendre avec des grosses pincettes. Voilà. Après, 35% plus puissante, je trouve que c'est un petit peu léger. Parce que la carte coûte quand même 40% de plus, 1200$, enfin plutôt 1150, je crois que c'est le prix exact, pour les Founders Edition, et 1000$ pour les versions custom. Ça fait quand même presque 40% du prix en plus, 35% de performance. Je m'attendais à plus. Voilà. Je m'attendais à plus. Prochaine news concerne Nvidia. Nvidia qui fait un petit peu sa bitch. Voilà. Il y a un rapport, ou plutôt un autre site qui s'appelle HardOCP, qui est un site pas mal de confiance. Tous les leaks et les choses qu'ils font et les histoires dont ils parlent sont généralement vérifiées et véridiques. C'est notamment HardOCP, donc ce site-là qui avait en tout premier parlé du GeForce Partner Programme et qui avait mis le doigt sur ce truc infâme qu'essaie de faire Nvidia avec les marques, qui est le GPP, GeForce Partner Programme. C'est eux en premier qui avaient dénoncé les pratiques d'Nvidia et qui avaient mis le doigt dessus et qui avaient révélé ça au grand public. Ce qui du coup s'en est suivi par la suite par l'arrêt du GeForce Partner Programme après environ 3-4 mois. Nvidia a été obligé d'arrêter ce programme avec ses marques partenaires parce que c'était de la concurrence déloyale et du favoritisme grosso modo. Mais donc là, le même site HardOCP nous a gentiment informé qu'il semblerait qu'Nvidia veuille contrôler les reviews et les tests de ces nouvelles cartes graphiques. Contrôler dans le sens, ils veulent avoir le contrôle sur qui va faire la review, qui va faire le test, quelle personne va faire le test. Ils ne veulent pas forcément contrôler les résultats du test ou les chiffres, etc., les performances. Non, ils ne veulent pas contrôler le contenu, ils veulent savoir qui va faire les tests et avoir le contrôle là-dessus. L'histoire, grosso modo, commence avec Nvidia qui a apparemment demandé à ses partenaires, donc à tous les manufacturiers, MSI, Asus, Gigabyte, VGA, etc., quelles étaient les personnes à qui ils pensaient envoyer leur carte custom. En gros, Nvidia est allé voir chacun des partenaires et leur a dit « Ok, est-ce que vous pouvez nous donner une liste avec les adresses email et les numéros de téléphone ?» On verra plus tard, c'est pas que, ils sont pseudo-légitimes de faire ça. Avec les marques, ils sont allés voir les marques en leur demandant « Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse email et les numéros de téléphone des testeurs et des reviewers à qui vous comptez envoyer vos cartes, les 2080 et les 2080 Ti. » Ensuite, Nvidia, du coup, voulait savoir qui allait faire les tests. Donc, une fois qu'ils avaient ces listes, Nvidia a créé sa propre liste à partir de ces listes-là de toutes les marques en disant « Voilà les gens qu'on sélectionne, comme quoi les gens qu'on approuve. Voilà une liste de personnes parmi toutes celles que vous nous avez envoyées qu'on approuve. Vous nous avez envoyé 5 noms, ben celui-là, on ne veut pas qu'il fasse un test. Maintenant, celui-là, on ne veut pas qu'il fasse un test, mais les 3 autres, c'est bon, vous pouvez leur envoyer des cartes. » Donc, Nvidia essaie d'avoir le contrôle là-dessus et de sélectionner les testeurs qui vont essayer leurs cartes. Et ce, pas seulement leur Founders Edition, mais aussi les cartes custom de tous leurs partenaires. C'est quelque part un peu un move de pute, mais je vais mettre un gros doigt là-dessus parce que j'ai lu beaucoup de choses sur cet article et sur cette histoire, grosso modo, qui a également aussi fait parler beaucoup d'elle. Il faut savoir que c'est pas forcément
une mauvaise chose. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Vous pouvez vous dire, oui, Nvidia essaye d'avoir la main basse sur ce qui font les reviews et de seulement avoir des tests et des reviews de personnes qui sont déjà dans leur poche et qui savent vont dire du bien des cartes. Des personnes qui vont vanter les mérites des nouvelles RTX et qui vont montrer seulement les côtés positifs des cartes et qui vont être genre avoir des reviews qui soient genre positives et donner tous les points forts, etc. en enjolivant les cartes et les reviews. C'est ce que Nvidia essaie de faire, etc. C'est dégueulasse, du coup il y a de la censure et tout et tout. Alors, je vais faire l'avocat du diable. C'est peut-être un petit peu le cas. C'est peut-être ce qu'essaie de faire Nvidia de façon un petit peu cachée, ou pas forcément cachée, mais c'est peut-être ce qu'essaie de faire Nvidia. Mais il faut savoir que dès que de toute façon les cartes vont sortir officiellement, c'est-à-dire que là, ces personnes-là vont être autorisées à sortir leur review le 14 septembre pour la 2080, la 2080 Ti c'est le 20 septembre je pense, etc., etc. Mais dès que les cartes sortent officiellement, le 20 septembre pour la 2080, n'importe qui peut faire des reviews. C'est-à-dire que les partenaires de Nvidia, MSI, etc., passé la date de sortie officielle des cartes, pourront envoyer leurs cartes custom à qui ils veulent. Ils n'auront plus besoin de l'approbation d'Nvidia. C'est-à-dire que ça, c'est juste ce truc-là. Là, Nvidia demande les numéros de téléphone et les adresses email des testeurs et sélectionne les gens qui vont faire les reviews seulement pour l'embargo qui a lieu le 14 septembre. C'est-à-dire qu'après ça, une fois que les cartes sont sorties officiellement, n'importe quel testeur-reviewer peut aller dans un magasin, acheter une 2080 et faire son test. Et les marques pourront également envoyer des cartes à ces reviewers-là, même si Nvidia ne les a pas approuvés dans un premier lieu. Ensuite, il y a une deuxième explication également à ça. Nvidia essaye peut-être de prendre des gens qui soient suffisamment compétents pour comprendre ce qui se passe. Parce que faire une review pour le 14 septembre, il se peut que tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes. C'est-à-dire que Nvidia va sortir des drivers en avance spécialement pour les testeurs. C'est-à-dire ceux qui vont tester les cartes en avance et qui du coup auront le droit de tester les cartes sous NDA, etc., devront aller sur un portail spécialisé de GeForce Experience sur le site de Nvidia, sur lequel ils se logueront avec leur adresse email. C'est d'ailleurs pour ça qu'Nvidia demande les adresses email des testeurs et des gens à qui les marques vont envoyer leurs cartes. C'est pas seulement pour les contrôler, c'est aussi parce que Nvidia a besoin de ces adresses email là pour les rentrer dans leur système, pour que tous les mecs qui font des reviews puissent ensuite télécharger les drivers sur le portail fermé d'Nvidia, parce qu'en gros, ils ne veulent pas que tout le monde ait accès aux drivers en avance, ils veulent que ce soit seulement certaines personnes. Donc ils mettent un portail où les gens viennent se connecter avec leur adresse email pour télécharger les drivers spécialement pour la 2080, qui du coup sortent en avance par rapport au grand public. Et je pense que Nvidia va également briefer un peu les gens, parce que des drivers qui sortent en avance, il se peut que tout soit pas optimisé, que tout ne fonctionne pas. Nvidia va peut-être leur dire ok, il ne faut pas que vous testiez ce truc-là parce que pour l'instant, ça ne marche pas très bien et on est en train de travailler dessus. Ça marchera dans 2 semaines ou dans 1 semaine quand les cartes sortiront. Mais pour l'instant, avec la version des drivers que vous avez là, n'essayez pas de faire ça parce que vous aurez des performances qui seront dégueulasses parce qu'on ne l'a pas optimisé et qu'on est en train de travailler dessus comme des malades. Il y a aussi ce côté-là. Ce côté genre, ils veulent peut-être choisir des gens avec qui ils peuvent avoir une discussion dans le sens, et puis les avertir de certaines choses par rapport au process de benchmark, en leur disant, vous pouvez tester comme vous voulez, ça marche moyennement, ça, testez-le pas parce que c'est pas optimisé, etc., etc. Je sais que je fais l'avocat du diable, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais bon. Après, il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui sont là genre « Oh, c'est inacceptable, blablabla, c'est la première fois que... » Il faut savoir que Nvidia a fait ça, ça fait des années qu'ils font ça. Personne n'a jamais levé le petit doigt. Ça fait des années qu'ils font ça. Dans le sens où ils ne renvoyaient pas une liste de
reviewer approuvé généralement, mais il demandait toutes les adresses email et tous les numéros de téléphone des gens qui allaient tester les cartes. Il les demandait ça aux marques afin de pouvoir mettre en place le portail pour les drivers. Il faisait signer à tout le monde un NDA, donc qui avait une durée de 2-3 ans, blablabla, enfin bref. Un NDA classique de chez Nvidia qui dit que comme quoi t'as pas le droit de faire du reverse engineering sur la carte, etc., etc. Beaucoup de choses comme ça. Un NDA qui est hyper extensif parce que Nvidia veut se protéger de absolument tout, mais c'est pas la première fois qu'ils le font. C'est pas parce que là on a HardOCP qui nous ressort cette histoire avec du coup un petit peu plus de contenu, comme quoi là ils essaient de contrôler les personnes qui vont faire les reviews, ce qui est un petit peu plus problématique par rapport à avant, que Nvidia procédait pas de la même façon pour les anciennes générations. Ils faisaient quasiment pareil, sauf que ils sélectionnaient pas les reviewers. Mais ça en soi ça change pas grand chose parce que passer la date de sortie officielle, n'importe qui pourra faire des tests de cartes. Donc voilà. D'un point de vue communication et marketing, je trouve ça limite normal que Nvidia essaye de un peu contrôler qui va faire les reviews des produits, surtout si tout ne marche pas le 10 septembre quand les gens sont censés recevoir les cartes pour les tester. Ce qui est fortement possible. Fortement possible qu'il y ait certains trucs que Nvidia leur dise ne testez pas ça, ça sera dégueulasse. Et s'il vous plaît, le testez pas parce que ça ne sera pas représentatif si vous le faites de l'expérience qu'auront les utilisateurs dans 10 jours. Parce que dans 10 jours, on aura corrigé ces bugs-là, corrigé ces problèmes et les drivers seront parfaits. Bref, voilà. Donc c'est une histoire un petit peu complexe. C'est très très complexe parce que faut pas forcément voir toujours les grands méchants Nvidia. Faut pas non plus les idolâtrer comme des gros fanboys et dire oui c'est génial ce qu'ils font, etc. Les cartes vont être magnifiques. On n'en a aucune idée de comment vont performer les cartes. Il y a des premières reviews qui vont sortir le 14 septembre. Ça va nous donner une première idée. On va attendre que d'autres gens fassent des reviews passer le 20 septembre. C'est-à-dire que moi, si les gens que je crois sur YouTube n'ont pas de review le 14 septembre, je vais attendre que eux fassent des reviews plus tard, etc., etc. Par exemple, j'attends fortement la review de Gamer Nexus. Et je pense pas que sa review va sortir le 14 septembre parce que je pense pas que Nvidia ait vraiment des relations amicales avec Gamer Nexus parce qu'il sait que le mec de chez Gamer Nexus, généralement, il enfonce des portes. Généralement, leur review va, à mon avis, sortir plus tard. Mais voilà. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Même avec Nvidia, il faut essayer d'un peu voir aussi, de se mettre un peu dans leurs chaussures et de comprendre pourquoi ils feraient ça. Donc, ensuite, une autre news, cette fois-ci extrêmement intéressante, qui va concerner AMD. On le savait que ça arrivait, on pensait que ça allait arriver en 2019, que ça allait arriver en tout cas avant 2020, donc on prévoyait pour 2019, ça aurait été très surprenant de le voir en 2018, mais apparemment AMD surprend les gens, moi compris, puisqu'ils vont sortir des cartes graphiques Radeon en 7 nanomètres en 2018. Voilà. Là, on est à peine remis de nos émotions avec Nvidia, c'est toujours pas fini, on est toujours en haleine pour savoir comment fonctionnent ces nouvelles cartes, c'est quoi leur performance en jeu, etc. Et on a à peine le temps de respirer que bam, AMD arrive et dit « Hey, hey, vous inquiétez pas, nous aussi on va sortir des cartes graphiques avant la fin de l'année et elles seront gravées en 7 nanomètres. » Et là t'es genre « Oh my god, mon dieu, qu'est-ce que c'est une bonne fin d'année 2018 ? Qu'est-ce que je suis heureux de cette fin d'année 2018 ! C'est magnifique, c'est un temps que les moins de 20 ans aimeraient bien voir. Voilà. Mais d'ailleurs, ils le voient, hein, certainement. Non, mais c'est vraiment génial, quoi. Là, on a une bataille, on va avoir une bataille au sommet à la fin de l'année. Parce que si AMD sort ça fin 2018, nouvelle carte graphique Vega gravée en 7 nanomètres,
c'est quand même quelque chose, parce qu'on va passer de 14, je pense, ou 12, ou peut-être 10, je sais plus en quoi sont les Vega 64 et 56. Il y a quand même un bond énorme pour aller en 7 nanomètres, et on espère qu'au niveau des performances, ça va se ressentir et que du coup, ils vont un petit peu revenir dans la game. Là. 7 nanomètres, c'est quand même quelque chose. Les nouvelles cartes Nvidia sont gravées en 12 nanomètres. Je vous laisse imaginer le gap, c'est presque diminuer de moitié la finesse de gravure. Surtout qu'il y aura certainement de la mémoire en HBM2, beaucoup de mémoire en HBM2, etc., etc. Vega 20, c'est le nom de code. Ah, c'était gravé, les cartes Vega actuelles étaient gravées en 14 nanomètres. Voilà. Vega 64, Vega 56, les Polaris, donc les RX 480, etc., étaient aussi gravés en 14 nanomètres. Donc là, AMD divise par 2 sa finesse de gravure. Ça ne peut que être bon. Ça peut que être une bonne chose. Ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. On n'a quasiment aucune news pour l'instant. Mais j'espère qu'on en saura plus très 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 bientôt. Selon une première rumeur, Vega en 7 nanomètres aurait 1,25 fois les performances de Turing, donc de la nouvelle architecture d'NVIDIA, sur une taille 2 fois plus petite. Voilà, vu que c'est gravé en 7 nanomètres et pas en 12 nanomètres. On aurait 20 teraflops au niveau de la puissance de calcul brute sur la plus puissante des puces Vega 7 nanomètres. Un GPU avec 20 teraflops de puissance. Pour vous donner une petite idée, la 1080 Ti, je pense, est à 11 ou 12, et la RTX 2080 Ti est à 12 ou 13, quelque chose comme ça. 12 ou 13 teraflops, parce qu'il y a aussi des opérations pour les entiers à côté, plus les RT-Core, plus les Tensor Core. Mais tout ce qui est shader et calcul et rendu, c'est 13 ou 14 teraflops, quelque chose comme ça. Donc là, ça promet, ça promet, ça promet. Voilà. Bon. Restez à l'affût pour ces news-là. On en reparlera très très certainement. Et je suis aussi très très hypé. Et je sens que ça va me faire mal à mon portefeuille. Je sens que ça va me faire mal à... Va falloir essayer ça, forcément, va falloir essayer ça, putain. Bref. La prochaine news va faire plaisir à tout le monde, je l'espère. Je pense que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite dès la fin de ce Tech Talk. On va pas s'étendre sur le sujet parce que ce serait beaucoup trop long de regarder tout le gameplay, etc. Mais lundi dernier, CD Projekt Red a dévoilé 48 minutes de gameplay exclusif sur Cyberpunk 2077. Donc Cyberpunk 2077, on a maintenant un bon gros aperçu de ce que va être à peu près le jeu, en tout cas de son gameplay, de ses possibilités, de la façon de jouer, etc. Et ce sont 48 minutes de gameplay très intenses, très intéressantes, dans lesquelles on voit beaucoup de choses différentes et qui m'ont vraiment vraiment hypé pour le jeu. Ça semble être un très bon jeu, l'univers est extrêmement riche, les quêtes ont l'air très détaillées, très scénarisées, beaucoup de possibilités différentes, beaucoup d'impact, c'est-à-dire que tous vos choix vont avoir des impacts, que ce soit au niveau des quêtes, au niveau de vos dialogues, etc. Bref, du CD Projekt Red tout craché comme on l'aime, ce qu'on attendait d'eux. On n'en attendait pas moins d'eux. Je suis vraiment vraiment hypé par ce jeu. Voilà. Je suis vraiment hypé par ce jeu, j'ai hâte qu'il sorte. Donc je vous le dirai, allez voir tout de suite cette vidéo de gameplay, ou plutôt attendez la fin du live et allez voir cette vidéo de gameplay, vous ne serez pas déçus, surtout si vous avez aimé The Witcher 3. La seule grosse différence majeure, c'est qu'il faut aimer l'univers cyberpunk, donc l'univers un peu futuriste et robotique, tout ce qui est bionique, etc. Un peu dans la même veine que Deus Ex. Et également, il faut aimer jouer à la première personne, parce que contrairement à The Witcher 3, c'est du FPP et c'est pas du TPP. Donc c'est pas de la vue en troisième personne, c'est de la vue à la première personne. Donc ça change quand même pas mal. Ah.
Sur Cyberpunk, ils ont été suffisamment prudents pour dire que le rendu n'était pas définitif et que ça pourrait changer. Oui, mais je pense pas que ça va changer parce que, étrangement, c'est un des seuls trucs pour lequel j'ai pas été complètement impressionné. C'est que je trouvais ça beau, mais je trouvais pas que ça me pétait la rétine. Je trouvais que le jeu était beau, qu'il était riche, qu'il y avait beaucoup de particules qui volaient, beaucoup d'effets, qu'au niveau des animations, c'était très très bien fait, etc. Mais d'un point de vue des textures, des lumières et des ombres, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à The Witcher 3. Voilà. Donc, en un petit peu mieux, mais j'ai pas eu genre, ma rétine n'a pas explosé face à la beauté de Cyberpunk. Il est beau, mais je pense que littéralement, je pense pas qu'ils vont downgrade les graphismes du jeu parce qu'à mon avis, ça va rester comme ça. Il y avait du popping et c'était en Full HD, il n'y avait pas d'anti-aliasing sur les bords. Par exemple, oui, c'est des choses comme ça qu'il faudrait améliorer. Ça aurait peut-être rendu le jeu un petit peu plus beau de le faire tourner en 1440p avec un petit peu d'anti-aliasing. Ils avaient downgrade The Witcher 3. Oui, un petit peu. Mais par contre, ouais, il avait quand même pas mal downgrade, notamment au niveau des effets de feu, de fumée, etc. Puis des textures. Par contre, il y a des packs maintenant qui sont sortis, des mods sur The Witcher 3 qui te permettent de remettre des textures 4K sur n'importe quoi, ce qui fait que le jeu est beaucoup plus beau. Voilà, voilà. Bon, on va s'attaquer à la dernière news qui sont les leaks des différents et des prochains iPhones et également du Google Pixel 3. Donc, plusieurs iPhones qui ont fuité. Alors, les prochains iPhones ont fuité avant la conférence de Apple qui aura lieu le 12 septembre sur le campus de Cupertino. Et il y a également des images du prochain Google Pixel 3 qui ont également fuité. Juste pour vous dire que le Google Pixel 3 n'aura pas d'encoche, il n'aura pas de notch. C'est un écran avec une petite barre noire en haut et une petite barre noire en bas symétrique. Google a décidé de ne pas adopter l'encoche sur son Google Pixel 3, il me semble. Je vais essayer de vérifier ça avec une image un peu plus... Ça m'énerve. Quand on me demande de désactiver AdBlocker, c'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà. Donc en gros, on aurait une version avec un notch et une version sans notch. Le Google Pixel 3 XL aurait une grosse encoche, mais le Google Pixel 3 standard n'aurait pas d'encoche. Voilà. Donc ce qui fait qu'on en aurait peut-être un petit peu pour tous les goûts. Personnellement, l'encoche me fait beaucoup rire parce qu'on a l'impression que c'est un mec qui est extrêmement surpris avec une bouche et deux gros yeux. Donc ça me fait extrêmement rire. Mais par contre, le design du Google Pixel 3 sans l'encoche, je trouve vraiment joli et vraiment nice. Je préfère la version Google Pixel 3 que la version XL. Voilà. Donc, premier leak au niveau du Google Pixel 3, et puis du coup, leak au niveau de l'iPhone X, ou plutôt des iPhone X, parce qu'il semblerait que Apple s'apprête à révéler 3 nouveaux téléphones, ou 3 nouveaux iPhones lors de cette conférence. L'iPhone 9, qui se placerait entre l'iPhone XS et l'iPhone XS Plus. Donc on aurait deux nouvelles pas dénominations, mais deux nouvelles itérations pour l'iPhone X. Donc on aurait l'iPhone XS qui serait grosso modo à peu près de la même taille que l'iPhone X et l'iPhone XS Plus qui serait juste une version avec un écran un petit peu plus grand. Donc on retrouve le même schéma que d'habitude. La version supérieure de l'iPhone X est labellée d'un S comme tous les autres iPhones. iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5X, 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone X, iPhone XS pour extra small, extra autre chose, je sais pas, bref. Donc bref, 3 nouveaux téléphones, iPhone XS, taille standard, un écran de 5.8 pouces en OLED, l'iPhone 9 qui aurait une taille entre les deux, 6.1 certainement, et l'iPhone XS Plus avec un écran OLED de 6.5 pouces, qui est un écran quand même assez énorme. Potentiellement, ils auraient également tous la recharge sans fil.
ça c'est également une rumeur, je n'en suis pas sûr à 100%, mais il se pourrait que les nouveaux iPhones disposent de la recharge sans fil. On aura également du coup... hop là, je vais prendre cette news là. C'est cette image particulièrement qui a leaké. Il proposerait également une nouvelle couleur qui serait la couleur or. Comme on peut le voir ici, le bord de l'iPhone est en or, à une couleur un petit peu dorée. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a deux nouveaux iPhone X. Le XS normal qui est en dessous et le XS Plus qui est au-dessus et le XS Plus qui est en dessous. Voilà. Voilà. Bref, c'est tout pour ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions ou remarques en commentaire. Puis on se retrouve forcément la semaine prochaine pour un autre Tech Talk. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à ciao, bonsoir.